Donc voilà, aujourd'hui c'est le 4e cours. Je le dis tout de suite, ce n'est pas le dernier cours parce qu'il y a encore un cours qui sera l'introduction du colloque qui aura lieu en avril 2019. Et puisque j'ai pris un peu de retard dans les cours précédents, je vais terminer le cours 3 aujourd'hui et commencer le cours 4. Donc on va avoir une synthèse de tout et la fin en avril, si vous avez la patience, si vous venez. Voilà, donc on va reprendre. La semaine dernière, je vous avais parlé de l'impact de l'environnement sur les changements épigénétiques et dans plusieurs contextes. Un contexte, c'est les changements programmés, c'est-à-dire les changements déclenchés par l'environnement, que ce soit la nutrition, la température ou autres, qui induisent des changements épigénétiques, mais aussi phénotypiques. Et j'ai décidé de me focaliser sur les deux exemples par excellence, je trouve, en tout cas que les gens connaissent bien, la situation des abeilles. Et là, on a parlé de l'impact non seulement de la nutrition sur l'avenir ou le devenir d'un larve d'abeille, mais aussi des phéromones une fois adultes. Et donc, je vous avais présenté des résultats qui montrent que pour devenir une reine, il faut la gelée royale, dans laquelle il y a des molécules qui ont un impact sur les phénomènes épigénétiques. Donc, on sait que la méthylation de l'ADN est importante pour cette différence entre abeilles et ouvrières. Aussi des modifications des histones, donc la chromatine, il y a des inhibiteurs de histone désacétylase qui sont présents dans la gelée royale. Donc ça, c'est la manière que la voie est déclenchée pour devenir une reine. Mais je vous avais montré aussi que finalement, la voie qui est déclenchée tout au début du développement d'une larve, donc on commence avec une larve, un génotype, et on peut devenir reine ou ouvrière. Et on pensait qu'il s'agissait simplement de gelée royale, et maintenant on réalise que c'est la nutrition aussi des ouvrières ou des futures ouvrières qui est importante. Et là, c'est la présence, enfin, elles sont nourries avec ce qu'on appelle le pain des abeilles, enfin bee bread. Et c'est un mélange de pollen et de nectar. Et dans ce mélange, il y a des extraits des plantes, et en particulier des micro-ARN issus des plantes qui peuvent influencer le déclenchement du programme génétique qui va faire que l'abeille devient une ouvrière. Et donc, c'est un retard surtout de développement et puis qui se termine en stérilité. Donc, les ouvrières sont plus petites, stériles, elles vivent moins longtemps. Voilà, donc à deux niveaux différents, enfin, sur les deux voies différentes, on voit que les phénomènes épigénétiques peuvent avoir lieu. Ceci dit, on est quand même très loin de comprendre les bases moléculaires en détail dans ces systèmes. Ça va venir, je pense, maintenant qu'on a des outils, mais au moins on sait qu'effectivement on peut suivre ces changements. On a les outils pour suivre les changements épigénétiques et d'expression de gènes, les corréler, et on peut même maintenant faire des modifications génétiques pour tester des hypothèses. Donc le deuxième système dont je parlais, c'était chez les plantes. Et en particulier, j'ai parlé beaucoup de la vernalisation, qui est cette période de froid qui est nécessaire pour certaines plantes afin d'assurer leur floraison au bon moment de l'année, c'est-à-dire en printemps, quand les jours sont un peu plus longs, etc. Et donc là, on a parlé beaucoup des mécanismes épigénétiques parce qu'on connaît en fait beaucoup plus sur ce système. Là, on sait que c'est les complexes polycomes qui jouent un rôle dans différents systèmes, les insectes, les mammifères et les plantes, et qui sont des complexes chromatiniennes qui peuvent propager une mémoire d'un état d'activité. Et ces facteurs sont importants pour mémoriser cette phase de froid qui est importante pour réprimer un gène clé qui inhibe la floraison, le FLC. Et donc cette période de froid
plus c'est long et intense, plus on arrive à avoir une mémorisation, et c'est via Polycom que cette mémorisation a lieu. Mais je vous avais montré aussi des résultats récents qui suggèrent que si pendant une période de froid où la vernalisation normalement se met en place, on a des pics de chaleur, de temps chaud, là on peut effacer cet effet, on peut réverser la vernalisation, on peut revenir en arrière, et donc du coup la plante elle va pas fleurir ou pas au bon moment. Et je vous avais parlé un peu des épiallèles, des variants qui existent dans la nature, qui sont maintenant identifiés et qui pourraient éventuellement ouvrir une nouvelle manière de fleurir en dehors de ce processus de vernalisation et qui peuvent être sensibles à ces changements climatiques. Donc on va revenir sur ça dans un instant parce que le cours, enfin dans un instant un peu plus tard, parce que le cours aujourd'hui, ça sera le lien entre ces phénomènes épigénétiques, même génome, différents phénotypes, et puis cette mémorisation et l'évolution, les fonctions adaptatives éventuellement de ces types de phénomènes. Mais dans les deux cas ici, enfin, comme je l'ai dit, ce sont des changements programmés qui ont clairement évolué pour permettre les individus et les populations de mieux survivre. Dans ces deux cas, on reprogramme à chaque génération, c'est-à-dire on devient une reine, mais dans la lignée germinale, on reprogramme ou dans le fécondé, et donc en fait on efface tout et une larve a le potentiel de devenir ouvrière ou reine. Pareil pour les plantes, même si on a été vernalisé, exposé au froid à une génération, les graines de ces plantes après floraison ne vont pas avoir cette mémoire. Et ça c'est très important parce qu'effectivement il faut oublier le passé, il faut oublier ce bagage qui peut interférer autrement. Et il y a des mutants qui perturbent cette reprogrammation. Et maintenant, on comprend les bases de cette reprogrammation, enfin, on commence à comprendre chez les plantes et surtout chez Arabidopsis. Et on sait qu'il s'agit des enzymes qui enlèvent les marques épigénétiques comme Polycom, mais aussi il s'agit des facteurs de transcription qui sont exprimés au moment, très tôt au cours du développement et qui vont activer ce gène FLC qui réprime la floraison. Donc à chaque génération, il faut remettre en place tout, c'est-à-dire il faut réexposer au froid ou il faut rénourrir au gelée royale. Et on a parlé aussi de l'impact des changements environnementaux sur la mémoire épigénétique à travers les générations. Donc là où on n'oublie pas, on n'efface pas cette mémoire, où on a une trace de mémoire de quelque chose qui s'est passé. Et c'est quelque chose qui reste très controversé, à quel point on peut garder la mémoire épigénétique, et là on peut parler dans un sens large, quelque chose qui n'est pas codé ou qui ne change pas au niveau de la séquence de l'ADN, à quel point on peut garder cette mémoire à travers les générations. Et chez les mammifères en particulier, c'était difficile à envisager qu'il y avait ce type de fait transgénérationnel parce que nous savons que dans la lignée germinale des mammifères, on efface tout de manière assez efficace. Néanmoins, il y a certains éléments, certaines séquences d'ADN qui peuvent garder des traces ou qui peuvent garder leur modification épigénétique, comme la méthylation de l'ADN. Et en particulier, il existe cette souris dont je vous avais beaucoup parlé, agouti. Et là, il s'agit d'un élément transposable à côté d'un gène qui a un impact sur la couleur du pelage, mais aussi sur l'obésité. Et les chercheurs, ça c'est un épiallèle stable dans le sens que cette forme méthylée de agouti peut être transmise génération après génération. Et on pense que cette mémoire épigénétique cible en fait un élément transposable. En fait, on sait que ça cible un élément transposable qui est juste à côté du gène. Et on trouve la même chose souvent chez les plantes, c'est-à-dire c'est les éléments transposables, les séquences répétées qui attirent la machinerie épigénétique, et on en a parlé l'année dernière. Et donc, on sait que ces éléments transposables peuvent devenir méthylés ou modifiés au niveau de leurs histones, et ça peut être transmis à travers les générations.
plus ou moins efficacement, mais en tout cas, ça peut rester. Donc il y a peu de cas chez les mammifères, mais il y en a quand même des cas. En tout cas, il y a peu de cas qui sont liés avec un phénotype, liés avec un changement de caractéristiques visibles comme la couleur du pelage. Mais dans ce cas d'agouti, les chercheurs ont testé pour voir si l'environnement, et dans ce contexte, c'était la nutrition, peut influencer ce phénotype et aussi les marques épigénétiques. Vous avez vu ça la semaine dernière. Ce que je vous avais montré, c'est que effectivement, si on nourrit une mère gestante avec une nutrition qui est riche dans les précurseurs de la méthylation, on peut induire un changement dans la progéniture. C'est-à-dire, on peut avoir un impact sur la progéniture qui est à partir des mères qui sont nourries avec beaucoup ou peu de précurseurs de méthylation. Et donc, on peut avoir un changement de phénotype et donc un changement d'expression de ce gène et un changement épigénétique de l'élément transposable qui est responsable de ce phénotype. Donc ça, c'est très bien, mais en fait, les scientifiques ont essayé de voir si c'était transmis à plusieurs générations, et la réponse était non. Donc en fait, pendant la première génération, c'est-à-dire la mère a été exposée à cette nutrition riche ou faible en méthylation, en précurseur de méthylation. Et on a vu l'effet dans la progéniture, mais pas ensuite. Donc ça veut dire que c'est un effet, on appelle ça intergénérationnel, pas transgénérationnel, c'est-à-dire le signal qui a déclenché ce changement était présent quand cette mère a été nourrie, mais plus présent à des générations plus tard, et cet effet a été perdu. Donc ça veut dire qu'effectivement, même si on peut influencer les épimutations, les changements épigénétiques dans la ligne germinale, on ne peut pas le faire de manière très stable à travers plusieurs générations. Chez les plantes, ça reste encore une question assez ouverte, et je vous avais montré la semaine dernière un test qui a été fait où en fait, les chercheurs ont regardé l'impact du niveau de sel sur la résistance à l'exposition à des niveaux élevés de sel. Donc je ne vous montre pas ça encore, mais je vous montre un autre exemple ici. Et là, c'est en fait l'impact de l'exposition à la sécheresse, à quel point on arrive à avoir des phénotypes associés avec ça. Et donc, en fait, ils ont mesuré plusieurs types de phénotypes. Et un des phénotypes, c'était, je ne sais pas comment on appelle ça, la dormance de graines, c'est-à-dire combien de temps les graines restent avant de germiner, germer, voilà. Et ils ont vu qu'effectivement, il y a un impact assez élevé de la sécheresse sur ce phénotype. Mais en fait, à la première génération, mais à partir des générations qui suivaient, ils voyaient que l'impact en fait était progressivement perdu. Et puis, ils n'ont pas vu un effet dramatique sur la méthylation de l'ADN. Ceci dit, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils cherchaient. Enfin, ils ne savaient pas où regarder pour voir cet effet. Ce n'est pas la même chose qu'agouti. On sait exactement où est le gène et l'élément transposable, donc on peut suivre son état de méthylation. Dans ce cas ici, ils regardaient globalement s'il y avait un effet et ils voyaient qu'il y avait un effet de phénotype sur la première génération et peut-être la deuxième, mais pas un effet sur le méthylome global. Mais bon, en tout cas, voilà, chez les plantes aussi, ça reste ouvert à quel point les stress environnementaux, que ce soit nutritionnels ou de niveau de sel ou de sécheresse, peuvent avoir un impact sur les générations qui suivent, mais c'est plus ou moins effacé rapidement. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement stable. Donc voilà, à quel point l'épigénétique ou les changements épigénétiques sont importants au cours de l'évolution. C'est ça, en fait, la question à laquelle je vais revenir un peu plus tard dans le cours. Mais je n'avais pas fini tout ce que je voulais vous dire la semaine dernière. Donc là, on va toucher 2-3 autres sujets qui sont, je pense, importants. Chez les mammifères, il y a beaucoup d'intérêt, chez l'humain en particulier, de l'impact de différents types de stress nutritionnels ou chimiques sur le fœtus ou sur les générations qui suivent.
Et je voulais quand même vous montrer ce syndrome ici. Donc, je pense que vous le savez tous. L'alcool est nocif pour la plupart des organes dans notre corps, mais aussi pour le fœtus. Et il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome d'alcool. Fetal alcohol syndrome, voilà. Et donc, une mère gestante qui boit beaucoup voit un impact sur l'enfant né. Et donc, c'est un impact phénotypique qui est mesurable. On voit ça aussi chez la souris, et je vais revenir sur ça, parce que les expériences ont été faites chez la souris pour voir si l'impact phénotypique sur l'aspect crânio-facial est reproduit chez la souris, et puis s'il y a un impact aussi épigénétique en utilisant agouti comme une sorte de biomarqueur de l'impact de l'alcool. Et puis même chez les poissons zèbres et d'autres organismes, on voit qu'il y a un effet de l'éthanol sur la croissance et le développement normal. Et donc, ce qui a été fait par l'équipe de Emma Whitelaw, maintenant elle a pris sa retraite, mais était une grande spécialiste des effets transgénérationnels, intergénérationnels, on va dire, chez la souris, et qui, elle, a travaillé beaucoup sur agouti. Elle a utilisé agouti pour regarder le degré de méthylation quand les mères gestantes, les souris agouties gestantes, étaient pas nourries, mais imbibées, je ne sais pas. Quand elles ont bu de l'alcool, de manière libre, elles avaient le choix de le boire ou pas, mais enfin pas trop le choix parce que c'était dans l'eau. Donc c'était 10% éthanol, et c'était pendant les jours 0,5 à 8,5 de gestation. Donc ça, c'est toute la première partie de la grossesse, et juste après 2-3 jours après l'implantation. Et ils ont regardé quel est l'impact de ça sur l'expression d'agouti chez les nouveau-nés, et ils ont vu qu'il y avait un impact. Donc je ne vous montre pas encore une fois les souris jaunes, moins jaunes, etc. Donc ils ont vu un effet sur le pelage. Et en particulier, ils ont regardé aussi le niveau de méthylation, et ils ont vu qu'effectivement, en prenant les souris qui étaient très jeunes et donc très peu de méthylation de cet élément transposable, après traitement, après que la mère est traitée ou qui a bu de l'alcool, vous voyez une augmentation de la méthylation. Donc chacun de ces petits ronds, ça veut dire un site CPG qui est méthylé, une cytosine qui est méthylée. Et donc on voit qu'il y a une augmentation importante dans l'état de méthylation de ces nouveau-nés. Et pareil pour les souris qui sont pseudo-agouties, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement jaunes. Donc il y avait un impact significatif sur la méthylation d'agouti, sur le phénotype, l'expression d'agouti de l'alcool. Et plus intéressant, enfin plus relevant par rapport à ce qui se passe chez l'humain, ils ont vu aussi un effet sur le crâne de ces nouveau-nés. Donc vous voyez ici, enfin vous ne le voyez pas, moi je ne le vois pas, mais c'est le degré d'altération au niveau de la formation de la crâne et avec la durée d'alcool qui a été donnée. Donc ils ont quantifié ça plus précisément. Ils ont mesuré les différentes dimensions de la crâne, des crânes, et ils ont vu qu'effectivement il y a un effet très important de différence avec traitement à l'éthanol. Donc ça veut dire qu'effectivement l'alcool a un impact important et épigénétique et phénotypique sur la croissance du fœtus. Alors la question est, est-ce que ça peut être transmis à la génération qui suit, parce que le fœtus et sa lignée germinale sont exposés? Je pense que la réponse est non. Il n'y a pas eu de suivi à ma connaissance qui montre qu'à la génération suivante, il y a un impact. Mais en tout cas, c'est clair qu'au niveau du développement du fœtus, il y a un impact qui est bien visible sur l'expression des gènes et sur les marques épigénétiques.
Mais bien sûr, il s'agit là d'une situation de développement. Le fœtus est en train de se développer, donc le stress, on va dire, sur la mère est partagé par le fœtus, et donc ça perturbe clairement des voies de régulation génique et épigénétique au cours du développement, mais pas forcément à travers plusieurs générations. Donc l'autre cas qui intéresse beaucoup de gens, c'est la situation avec les perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup de produits, vous connaissez, et ça j'en avais parlé déjà lors de mon tout premier cours, et ça continue. Il y a beaucoup d'intérêt sur ces produits qu'on trouve dans les plastiques, dans les résines, dans les jouets, dans les pesticides. Donc, je trouvais que c'était relevant de vous en parler un tout petit peu des avancées sur ces produits chimiques. Donc là, est-ce que ces polluants auxquels nous sommes exposés tous les jours peuvent avoir un effet sur le développement et à travers les générations? Et il y a plusieurs équipes qui depuis longtemps, enfin deux ou trois équipes, qui depuis longtemps suggèrent que le bisphénol A peut avoir un impact à travers plusieurs générations. Bon, là c'est une longue liste, mais je pense que c'est important de vous dire. Donc ces produits peuvent interférer avec les voies de signalisation, les voies hormonales. On pense qu'ils ont un effet sur les caractéristiques sexuelles secondaires, donc l'apparence des caractéristiques mâles et femelles. Donc on pense qu'ils ciblent les androgènes et les oestrogènes. On pense qu'ils agissent justement au niveau de la différenciation sexuelle dans le fœtus. Et on pense qu'ils ont, en particulier pour la bisphénol A, on pense qu'il y a un effet qui peut avoir un impact aussi sur le métabolisme et sur la croissance et l'obésité. Et donc, il y a eu des études qui suggèrent que même des niveaux assez bas de BPA peuvent avoir un impact sur le poids des nouveau-nés par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant intéresse beaucoup de monde, vous pouvez imaginer. Pour évaluer vraiment l'impact de ces polluants chimiques. Et comme je l'ai dit, c'est assez controversé, mais il y a des chercheurs qui, depuis longtemps, suggèrent qu'il y a des effets transgénérationnels. Alors, je ne vais pas vous passer par toute la littérature dans ce domaine, mais il y a eu des études qui suggèrent qu'un des impacts, un des effets de certains de ces produits peut être à travers les générations, mais peut être lié à des changements génétique, peut être lié justement à une instabilité génétique qui peut être déclenchée dans la lignée germinale. Donc je ne voulais pas vous montrer ça parce que je pense que c'est encore un peu tôt pour conclure, mais en tout cas, il faut garder ça en tête que bien sûr, on peut avoir des effets transgénérationnels de certains polluants, surtout quand il s'agit des niveaux élevés, par exemple quand on est exposé à des pesticides ou dans certaines usines pour ces produits, mais peut-être qu'il ne s'agit pas forcément des changements épigénétiques qui sont transmis, mais plutôt une instabilité génétique qui peut avoir lieu dans la lignée germinale, par exemple via les transposants qui, eux, sont bien sûr sensibles à des changements épigénétiques. En tout cas, je voulais vous montrer rapidement une étude qui vient de sortir, qui est sortie récemment, où on peut passer à un système un peu plus... pas propre, parce que les vers ne sont pas propres du tout, mais plus facile à étudier. Donc c'est le vers dont je vous avais parlé très souvent, C. elegans, où là on a fait vraiment une analyse assez complète de l'impact de bisphénol A sur les individus et à les générations qui suivent. Et donc, quand ces chercheurs ont utilisé la BPS sur C. elegans, ils ont regardé comment un transgène qui était présent dans ces animaux changeait d'état. Un peu comme ce que je vous avais montré pour agouti, c'est beaucoup plus facile de suivre changement d'expression et changement d'état épigénétique quand on sait ce qu'on cherche. Donc quand on cherche un rapporteur, un élément rapporteur, comme dans ce cas-là un transgène, c'est plus facile à suivre.
Et donc, ils ont exposé les hermaphrodites à la BPA. Et ensuite, ils ont regardé, en retirant cette exposition, quel était l'impact sur les générations qui suivaient, F1, F2, F3. Et comme je l'ai expliqué déjà la semaine dernière, en fait, pour avoir un effet transgénérationnel quand on expose la mère, il faut regarder à partir de F3 parce que le F1 et le F2 ont été exposés eux-mêmes. La F1 parce que c'était in utero, c'était le fœtus, oui, je ne sais pas si on les appelle fœtus, non pas fœtus, l'embryon, et le F2 parce que c'était la lignée germinale de l'embryon. Et donc, ils ont regardé à toutes ces générations, et ils ont regardé 5 générations, et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a un impact sur l'expression de ce transgène pour les 5 générations. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un impact de BPA à travers plusieurs générations. Et puis ensuite, ils ont regardé l'état épigénétique. Et ils ont vu qu'effectivement, en regardant la chromatine et les marques répressives comme la méthylation de l'histone H3 au niveau de la lysine 9 ou la lysine 27, ils ont vu qu'il y avait une perturbation dans ces marques après traitement, et puis un phénotype réel, on va dire, enfin pas juste le rapporteur, au niveau de la reproduction, donc une apoptose dans la lignée germinale et une létalité embryonnaire. Qui n'était pas totalement pénétrante, mais qui était quand même présente. Et ils sont allés un peu plus loin et ils ont perturbé les facteurs qui peuvent influencer ces modifications, donc les histones déméthylases, 2 histones déméthylases. Et ils ont vu que quand ils perturbent ces déméthylases, là, ils ne voient plus ces effets transgénérationnels. Donc là, c'est un cas où clairement, les mécanismes épigénétiques peuvent jouer un rôle sur la transmission de l'impact de ces effets transgénérationnels de ce polluant. Donc, en tout cas, chez C. elegans, il y a peut-être des données qui suggèrent que les mécanismes épigénétiques, les marques épigénétiques, sont importants pour l'héritabilité des changements induits par ces produits chimiques comme la BPA. Mais C. elegans, ce n'est pas les mammifères. Le degré de reprogrammation, en fait, la lignée germinale, elle n'est pas si bien connue chez C. elegans, étonnamment. Mais en tout cas, c'est un des rares animaux où on pense qu'on a des effets transgénérationnels plus fréquents, alors que chez les mammifères, on pense que c'est beaucoup plus rare. Donc ça ne veut pas dire que puisque ça marche chez C. elegans, ça peut marcher aussi de la même façon chez les mammifères, mais en tout cas, ça montre qu'il faut ces changements épigénétiques pour transmettre l'impact de la bisphénol A. Alors, quel est l'impact exact de la bisphénol A? Ça, c'est quelque chose qui reste encore assez mystérieux. Voilà, donc ça, c'est pour les produits, enfin les polluants chimiques. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui intéresse énormément de monde parce que c'est quelque chose qui, bien sûr, peut avoir un impact sur notre santé et a un impact sur notre santé. Donc, je voulais revenir sur les effets nutritionnels et le lien avec le métabolisme un tout petit peu. La semaine dernière, j'ai mentionné le fait que en fait, les mécanismes épigénétiques et les mécanismes, les réseaux métaboliques sont extrêmement liés, donc à plusieurs niveaux. Nous savons que, comme je l'ai montré, quand on donne des précurseurs de la méthylation aux souris agouties, on peut influencer l'épigénome et aussi l'expression des gènes. Donc ça, c'est quelque chose qui continue à nous fasciner, à quel point la nutrition peut influencer la manière que le fœtus va développer et les générations qui suivent. Donc ça, c'est les différents types de produits qu'on peut trouver dans différentes nourritures et qui ont un impact sur différentes marques épigénétiques. Et là, je vous avais montré ça la semaine dernière. Donc, tout ça était un peu déclenché, le lien entre épigénétique et nutrition, et puis l'impact sur les générations qui suivent,
parce qu'il y a eu cette réalisation que les gens qui étaient nés à la suite de cette famine lors de la Deuxième Guerre mondiale, les enfants qui étaient nés des femmes qui ont été exposées à une réduction dramatique calorique avaient des perturbations métaboliques et donc un impact sur la croissance et puis à la suite, au niveau de l'adulte, au niveau de la résistance à l'insuline, les effets cardiovasculaires, l'hypertension et puis l'obésité. Donc il y a cet lien et il y a même un nom, le phénotype d'Herpagne, c'est-à-dire si une mère est exposée à une extrême nutritionnelle, ça peut avoir un impact sur le fœtus, surtout si le nouveau-né est ensuite exposé à un environnement très différent, c'est-à-dire riche en nutrition, alors qu'il a été programmé pour être pauvre en nutrition, etc. Donc c'est quelque chose qui fascine les gens et il y a des études chez l'humain en tout cas, qui suggèrent qu'on peut transmettre ça à travers les prochaines générations, c'est-à-dire les petits-enfants et même peut-être les arrière-petits-enfants. C'est quelque chose encore qui est très controversé, mais ça a déclenché beaucoup d'études chez les mammifères, donc pour voir à quel point effectivement ces conditions extrêmes d'exposition d'un fœtus ou d'un embryon peuvent avoir un impact pendant l'âge adulte et puis ensuite dans la lignée germinale à la génération qui suivent. Et donc on sait qu'effectivement cette cascade métabolique qui peut déclencher ce que j'avais appelé le phénotype d'Herpagne est présente. On voit ça dans certaines études qui ont été faites chez les rongeurs. Distinguer l'impact du comportement, du comportement de la mère et l'impact du fond génétique est très difficile, pardon. Mais les gens commencent à faire les études pour distinguer ces différences, parce que bien sûr, une mère qui est exposée à ce type d'extrême nutritionnel peut avoir elle-même des variations dans ses fonctions. C'est un stress, comme pour l'éthanol, et donc elle peut avoir un comportement qui est différent par rapport à ses nouveau-nés. D'ailleurs, vous le savez, certains d'entre vous, que quand une souris mère est stressée, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle mange les nouveau-nés. Donc, en fait, le stress peut avoir un impact très important sur le comportement et aussi de point de vue signalétique sans doute. Donc, en fait, ce que font les chercheurs maintenant, c'est essayer d'éviter ces problèmes en prenant les gamètes et en faisant la fécondation in vitro et pour prendre les gamètes soit des pères, soit des mères qui sont obèses ou pas, et en faisant la fécondation in vitro chez les souris qui n'ont jamais été exposées à des stress nutritionnels, pour voir ensuite si ces choses sont transmises par les gamètes. Et la conclusion, c'est qu'il y a peut-être une transmission, au moins pour la première génération, donc intergénérationnelle, qui est quand même portée par les gamètes. Donc ce n'est pas juste une histoire de comportement ou de l'état de la mère porteuse. Et donc là, la question, c'est comment, quand on nourrit une mère ou un père avec une nutrition très riche ou très pauvre, on peut rendre la progéniture plus ou moins prédisposée à l'obésité. Donc, on a parlé la semaine dernière des différents mécanismes, et je voulais assez rapidement, et donc je voulais juste revenir sur ça. Donc, au niveau de ce type de phénotype métabolique, nous savons qu'il y a beaucoup de changements, un impact sur ce type de maladie métabolique qui peut provenir de plusieurs choses. Donc, bien sûr, ça peut être une prédisposition génétique, ça on le sait. Je vous avais parlé de TRIM28, cet facteur épigénétique qui est là pour réprimer les éléments transposables. Et lors de mon deuxième cours, je pense, je vous avais parlé du fait que les hétérozygotes montrent une sorte de bistabilité. Donc, s'ils ont une mutation dans ce facteur,
soit les nouveau-nés sont obèses, soit pas. Donc en fait, c'est clairement quelque chose qui déclenche un changement un peu bistable, on appelle ça. Mais il y a plusieurs autres phénomènes qui ont un impact sur l'état métabolique et ces maladies métaboliques. Et ça peut venir de la mère, mais ça peut aussi venir du père. Et c'est ça qui a vraiment intrigué les gens, parce que comment le père ou le sperme transmet peu de choses finalement, enfin on pensait, l'ADN surtout, mais peu d'autres choses, alors que l'ovocyte porte beaucoup de facteurs, donc il y a un pool maternel très important. Donc comment on peut arriver à transmettre ces choses? Donc là, d'une part, on sait que les voies métaboliques peuvent avoir un effet sur les mécanismes épigénétiques. Donc ça, je voulais juste quand même résumer cet aspect-là. Donc on sait que si on a des perturbations métaboliques, donc par exemple au niveau d'un fœtus et donc un impact peut-être sur la lignée germinale, qu'est-ce qu'on perturbe? En fait, avec la nutrition, on peut affecter tout un tas de mécanismes épigénétiques. Donc il y a différentes voies via le cycle TCA, la glycolyse, on affecte différentes modifications des histones, on affecte aussi la méthylation de l'ADN. On en avait parlé lors de mes cours sur le cancer et l'épigénétique. En fait, tous ces facteurs très souvent sont mutés dans le cancer. Donc il y a un lien très étroit entre les changements, enfin les métabolites et l'impact sur les mécanismes épigénétiques. Et donc ça, ce sont des choses maintenant que nous pouvons commencer à mesurer. Et donc, comment on peut impacter alors l'état épigénétique? Donc, avec des niveaux différents de nutriments, on peut avoir un impact sur un état épigénétique qui est mis en place ou qui doit être propagé. Donc on peut se retrouver avec un état d'expression qui change de manière transitoire, même au cours du développement, ou ça peut être changé dans la lignée germinale. Donc tout ça, c'est un peu des hypothèses, mais ça nous permet d'aller tester les choses. Et plus récemment, il a été réalisé qu'en fait, ces changements métaboliques et nutritionnels peuvent avoir un impact non seulement sur la chromatine et les voies qui affectent les marques épigénétiques comme la méthylation de l'ADN et les histones, mais aussi sur les ARN. Et là, c'était la surprise parce qu'effectivement, on voit que les petits ARN, et pas forcément les petits ARN classiques dont j'ai parlé beaucoup il y a deux cours, les RNAi, l'interférence ARN et les micro-ARN, mais aussi les tRNA qui sont, eux, impliqués en fait dans la traduction des protéines et n'étaient pas du tout suspectés comme étant des porteurs de changements épigénétiques. Et là, il a été montré qu'effectivement, ces tRNA, les fragments des tRNA, sont les porteurs de l'information épigénétique par la lignée germinale mâle. Et en fait, il ne s'agit pas de la chromatine, mais du sperme, et en particulier l'épididine, qui porte ces petits fragments de tRNA. Et une étude plus récemment a montré que c'est la méthylation de ces petits ARN qui est importante. Et donc, on sait qu'effectivement, ces petits ARN peuvent être méthylés par une méthyltransférase, qu'on a appelée DNA méthyltransférase à l'époque, parce qu'on pensait qu'elle méthylait que l'ADN, mais en fait, elle méthyle surtout l'ARN. Et cette DNMT2 est capable de méthyler ces petits fragments d'ARN. Et on pense que ce sont eux les porteurs de l'information épigénétique à travers les générations, en tout cas portées par le père. Donc ça, c'était une surprise, mais c'est très important parce que effectivement, maintenant, on peut mesurer ces changements et on peut voir quel est l'impact dans le sperme d'un individu sur ces populations de petits ARN et leur état de méthylation. Donc même si on ne comprend pas le mécanisme par lequel ça marche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font ces petits ARN méthylés qui sont transmis d'une génération à l'autre, qu'est-ce qu'ils déclenchent, qu'est-ce qui change au niveau de l'expression des gènes pour que les syndromes métaboliques sont transmis d'obésité et autres. On ne sait pas encore, mais en tout cas, maintenant, on a les outils pour le voir.
Donc ici, c'est un résumé de ce que j'avais montré aussi la semaine dernière, c'est-à-dire on peut avoir des changements épigénétiques au niveau des gènes, la méthylation des gènes est affectée, mais aussi on peut avoir un impact de la méthylation des petits ARN issus de ces tRNA. Ici, je voulais juste vous rappeler que ces tRNA sont en fait utilisés pour la traduction des protéines. Donc la question, c'est est-ce que ces petits fragments de tRNA qui sont méthylés perturbent quelque part le processus de traduction de certaines parties du génome, c'est-à-dire le gène, l'ADN qui produit l'ARN qui est traduit en protéines a besoin de ces tRNA. Donc est-ce que c'est à ce niveau-là que ça marche? Alors je pense que c'est quelque chose qui reste totalement ouvert. En tout cas, ce sont eux les porteurs d'informations et ça fait rappeler un petit peu alors que Darwin, bien sûr, il ne savait pas qu'il s'agissait d'ADN, ARN, protéines, mais il avait parlé des gémules qui pouvaient être les changements issus de certains états d'un individu qui pourraient être transmis. Donc c'est là où peut-être Darwin et Lamarck se rejoignaient un peu, l'exposition à quelque chose qui pouvait être transmis, et donc les gens commencent à parler de ces gémules dans le contexte de ces petits tRNA. Alors jusqu'où ils peuvent aller, c'est-à-dire combien de générations, ça reste quand même à explorer plus profondément. Encore une fois, on pense que c'est pas, en tout cas chez les mammifères, ça ne va pas très loin, ça va au-delà de la première génération, mais jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui fait que ça peut être propagé ou en fait moins propagé, parce qu'on a vu que c'est effectivement DNMT2 peut l'influencer, mais il y a peut-être beaucoup d'autres facteurs qui peuvent influencer cette transmission. Et là, je suis sûre que les chercheurs qui ont découvert ces processus font des cribles génétiques pour découvrir tout ça. Donc, voilà, juste pour résumer, le lien entre le métabolisme et l'héritabilité épigénétique. Donc, on pense qu'il y a un rôle central pour les métabolites dans les processus épigénétiques. Et là, je ne parle pas que transgénérationnel, je parle surtout somatique. On peut affecter nos épigénomes avec la nutrition. À quel point ensuite ça s'est mémorisé dans une cellule donnée ou à quel point c'est transmis d'une génération à l'autre, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'il y a un impact de la nutrition sur l'état épigénétique de nos cellules. Donc là, il y a différentes situations, et je ne vous montre pas ces données-là, mais on va en parler une autre fois. On sait que quand on joue avec ces métabolites, on voit un effet dans les cellules souches embryonnaires, dans les épigénomes. Et donc maintenant, on ne sait beaucoup moins, mais on cherche l'impact sur la lignée germinale et l'embryogénèse précoce. Mais effectivement, on ne savait pas beaucoup sur l'impact de la nutrition sur la lignée germinale. Et là, maintenant, on sait que les métabolites pourraient éventuellement affecter, par exemple, les petits ARN, les tRNA. Mais la question, c'est comment, quel est le niveau de ces métabolites et comment ils sont présents dans la lignée germinale, comment ils affectent ça. Même pour les changements épigénétiques au niveau de la méthylation, par exemple, pour agouti, on ne sait même pas exactement comment la nutrition de la mère se traduit réellement avec le niveau de méthylation qu'on trouve chez la progéniture. Donc ça, ce sont des choses où maintenant, avec les outils pour détecter les niveaux de métabolites, on espère pouvoir les tester. Donc je parlais des petits ARN, les méthylases et déméthylases qui peuvent affecter les ARN aussi. Et puis, comme je l'ai mentionné, on pense qu'en tout cas chez les mammifères, ces effets transgénérationnels sont assez rares. Il s'agit surtout des effets intergénérationnels. Mais bien sûr, ça c'est important parce que l'impact de la nutrition des parents peut avoir un impact clairement à la première génération. Donc, je voulais maintenant dire quelques mots sur le stress, autre type de stress. Et maintenant, on parle de stress plus, on va dire, psychologique ou physiologique aussi. Donc, on a déjà parlé de l'impact de la famine. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'intérêt sur l'impact de peur ou d'autres types de stress sur le fœtus et puis sur la génération qui suit. Donc, il y a énormément de littérature dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez regardé, ceux qui sont intéressés par le développement
du cerveau et l'impact sur les comportements. Il y a beaucoup d'études, par exemple, et ça je ne vais pas parler de ces études parce que pour moi il ne s'agit pas vraiment d'épigénétique, mais où on déclenche par l'odeur, on combine l'odeur avec un déclenchement de peur, par exemple avec un choc électrique, et on voit à quel point les souris qui ont été exposées à ce choc couplé à l'odeur peuvent transmettre cette combinaison à leur progéniture, etc. Et donc là, il y a clairement des choses qui sont transmises. La question, c'est est-ce que c'est la méthylation de l'ADN? Pour le moment, c'était surtout ça que les gens ont postulé, mais il y a très peu de corrélation avec le niveau de méthylation d'ADN des gènes. Et là, ils ont même utilisé des gènes rapporteurs dans le cerveau. Et le niveau de méthylation qui change est vraiment très minimal. Donc je pense qu'il faut imaginer d'autres systèmes de cette transmission, s'il y en a. Comme on a eu cette surprise pour les effets métaboliques, où c'est des petits ARN finalement, ce n'est pas la chromatine, ce n'est pas la méthylation de l'ADN. Qu'est-ce qui se passe au niveau des stress parentaux? Donc on est beaucoup plus loin dans la compréhension moléculaire, mais je voulais quand même parler un peu de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont venus me voir pour me demander si j'allais traiter ce sujet. Je ne me sens pas forcément compétente, mais j'ai regardé les papiers et je vous livre ce que j'ai vu. Donc, effectivement, les gens regardent dans des études, ils prennent des cohortes de personnes, d'une part, qui ont vécu certaines choses, et donc ça, c'est les questionnaires, et ensuite certains tests, parfois, qui peuvent être faits sur les prises de sang, etc., pour voir les variations épigénétiques qui sont corrélées avec certains états. Après, c'est surtout chez les rongeurs où on peut faire les tests un peu plus approfondis. Et donc, pour voir si effectivement le stress peut avoir un impact sur les déficits cognitifs ou de développement du cerveau, et à quel point ça corrèle avec des changements au niveau des facteurs qui sont, on le sait, impliqués dans le cerveau. Donc, on sait que les souris ou les rats gestantes qui sont exposées à différents types de stress peuvent donner naissance à des souriceaux qui montrent des changements de comportement qui sont assez importants. Et donc, est-ce qu'il s'agit des changements épigénétiques ou est-ce qu'il s'agit des voies de signalisation qui sont importantes pour le cerveau, donc comme les cortisols, le corticotrophine releasing factor par exemple, qui est clairement produit par le placenta et qui peut avoir un impact dans une situation de stress, non seulement sur le fœtus, mais aussi sur la mère. Donc il y a des liens très clairs entre le stress et les changements au niveau de ces molécules. Je vous rappelle, quand on avait parlé des criquets, que les mères agressifs transmettaient ça à leur nouveau-né via cette mousse qui contenait le L-dopa modifié. Donc chez les mammifères, on ne pense pas qu'il s'agit des mousses, hein, mais il s'agit peut-être des choses qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Et je pense que c'est difficile de conclure, même si dans certains papiers, on parle des mécanismes épigénétiques connus qui sont impliqués dans cette transmission. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut être très méfiant quand on dit mécanisme épigénétique impliqué dans ces phénomènes. Il faut soit imaginer le terme épigénétique de façon très large, soit imaginer que moléculairement, on sait très peu de choses encore. Mais je voulais quand même vous montrer un tout petit peu les choses qui sont connues. Donc, on sait qu'effectivement, l'impact du stress de la mère est important. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que c'est épigénétique ou est-ce que c'est comportemental? Donc, pour les rats, ça a été montré qu'effectivement, quand on stresse les femelles, elles s'occupent moins bien de leurs petits. Donc elles ont cet comportement qu'on appelle licking, grooming and archback behavior, donc LGABN. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être mesuré de manière très précise, ou assez précise. Et donc on voit que
effectivement, ça corrèle très bien avec le niveau d'expression du gène récepteur glucocorticoïde. Et donc, et avec l'état, on va dire, épigénétique silencieux de ce gène. Donc, est-ce que finalement le comportement qui est corrélé avec l'expression de ce gène et de son extinction est vraiment dû à des mécanismes épigénétiques qui sont transmis à partir de la mère qui était stressée à des générations qui suivent, donc par ses filles et à leur progéniture? En fait, il a été trouvé qu'effectivement, cet état épigénétique peut être reproduit tout simplement par le comportement. Donc, on peut éteindre ce gène de récepteur glucocorticoïde et avoir ce phénotype simplement avec le comportement d'une mère avec des souris adoptives. Donc on pense que le transfert de ce phénotype épigénétique ne passe pas via les gamètes, mais via la condition de l'environnement ou l'état de la mère. Et donc en fait, c'était un point que je voulais quand même souligner, c'est que quand on parle du mot épigénétique, il faut distinguer entre un effet transgénérationnel qui peut être corrélé avec un état épigénétique d'un gène et puis une héritabilité épigénétique, c'est-à-dire un réel mécanisme de transmission des molécules épigénétiques, qu'il s'agit de la chromatine ou même des petits ARN. Et donc ces effets, c'est surtout de ça qu'on parle, je pense, quand on parle de ces effets sur le comportement et sur le développement du cerveau et le comportement des mères sur les générations qui suivent. Et je voulais parler, donc là on a parlé des mères, au niveau des pères, quel est l'impact? Et, pardon, l'impact est dramatique. Et en fait, ça c'était une étude que j'avais déjà évoquée et à ma connaissance, elle n'a été pas remise en question, mais je pense que c'est très important. Et il y a d'autres types d'études qui ont été faites comme ça. Comme pour les maladies métaboliques, on fait de la fécondation in vitro pour éviter les effets soit de la mère, soit de comportement. Et donc, on sait qu'il y a une transmission, quand une mère est stressée, les nouveau-nés, enfin les fils de cette mère, peuvent avoir un comportement, on va dire, dépressif ou on appelle ça du social defeat, c'est-à-dire quand ils se battent avec d'autres, c'est des rats, quand ils se battent avec d'autres rats, c'est eux qui perdent, c'est des perdants, voilà. Donc social defeat syndrome. Et donc, à quel point, et il a été suggéré que ces mâles qui ont été donc exposés à un stress quand ils étaient in utero chez leur mère, transmettent ça à la génération qui suit. Et donc là, ils n'ont pas regardé les petits ARN encore dans le sperme. Ils avaient regardé les micro-ARN pour voir s'il y avait un effet. Et effectivement, on voit des changements au niveau des micro-ARN, mais tout ça, ça corrèle avec un état. Ça ne montre pas, comme avec le récepteur glucocorticoïde, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est transmis. Simplement, ces gènes sont affectés, mais ça ne veut pas dire que leur état est transmis. Donc cette dysmasculinisation, en fait, qui est trouvée chez ces mâles à travers la prochaine génération, en fait, est-ce que c'est vraiment épigénétique hérité ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ce qui a été fait par une équipe il y a quelques années maintenant, c'est de prendre les fils de ces mères stressées et de les croiser via fécondation in vitro avec une femelle ou via accouplement. Et donc, ils ont pris le sperme de ces mâles perdeurs, je ne sais pas comment on dit ça, et ils ont pris le sperme pour faire une fécondation in vitro avec une mère, donc il n'a jamais vu ce mâle, ou ils ont fait un croisement. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils prennent juste le sperme, ce n'est pas du tout transmis. Ça veut dire que ce n'est pas les gamètes qui transmettent cette information, c'est les individus. Et donc, l'idée, c'est que probablement, ces mâles qui sont un peu défaitistes, on va dire, un peu déprimés, quand la mère, quand la femelle, pardon, pas la mère, quand la femelle les rencontre, peut-être doit sentir qu'il ne s'agit pas d'un mâle si performant. Et donc, soit c'est parce que souvent ces mâles avec social defeat, ils sont assez agressifs, il y a peut-être des problèmes
de phéromones, peut-être ils émettent des signaux vocaux qui ne plaisent pas aux femelles. Et donc, en fait, quand elles donnent naissance aux petits, après accouplement avec ces mâles, elles s'occupent moins bien des petits. Donc, c'est totalement comportemental. Elles sentent que ces mâles ne sont pas peut-être à la hauteur, et l'évolution a fait que pour assurer un avenir, on va dire ça, productif et joyeux, en fait, les mères ont appris à sentir ça et donc à changer leur comportement. Voilà, donc c'est quand même assez hypothétique tout ça, mais les expériences étaient assez propres. On voit le fait transmis quand il y a accouplement du mâle et de la femelle, mais on ne voit pas transmission quand il y a fécondation in vitro. Bien sûr, la fécondation in vitro a d'autres problèmes, parce que là, on prend un embryon, on a un embryon in vitro, donc qu'est-ce qu'on peut changer là aussi? Donc on peut toujours critiquer ce type d'études en disant « Ah oui, mais en fait, parce qu'on fait fécondation in vitro, on efface certaines marques épigénétiques. » Peut-être, mais j'y crois pas trop. Alors, pour terminer cette partie sur le stress, c'est tout récent. Il y a une étude qui est sortie très récemment, et puis d'autres études que vous avez peut-être vues, sur l'impact sur les individus qui ont vécu des situations très traumatiques, comme l'Holocauste ou comme la guerre civile aux États-Unis, et l'impact sur leurs enfants. Et est-ce qu'il y a une mémoire de ces traumas qui peut être transmis à travers les générations? Et donc, dans cette étude c'était sorti, enfin, le papier est sorti il y a quelques semaines, je pense, mais le New York Times a eu un article il y a juste quelques jours sur ça. Donc, ils ont étudié les enfants issus des prisonniers de la guerre civile qui donc ont été traumatisés par toute cette expérience, la guerre, la prison, etc. Ils ont vu que les enfants nés de ces prisonniers avaient 10% plus de chances de mourir pendant leur, comment on dit, middle age, avant la vieillesse, enfin, relativement jeunes, que d'autres. Donc, eux, là, ils parlent très clairement d'une explication épigénétique dans ce papier. Et donc, moi, je ne sais pas si vous avez lu ces papiers ou entendu parler, mais en tout cas, moi, dans les dîners de ville, les gens me posent la question « Ah oui, l'épigénétique, vous travaillez sur ça ?» C'est ça qui est lié avec l'Holocauste et les traumas. En fait, les gens ne connaissent pas du tout l'inactivation du X et les chats calicots, qui sont quand même le système magnifique d'épigénétique. Mais tout le monde est au courant de ça, il semble, en tout cas les dîners où je vais moi. Et donc, je me suis dit, je vais regarder un peu plus précisément de quoi il s'agit quand les auteurs concluent qu'il y a une explication épigénétique. Et en fait, il n'y a aucune donnée qui suggère que c'est épigénétique. Déjà, quand on est en train de parler des humains, bien sûr, on ne peut pas faire la manip proprement avec la génétique. Ces gens sont polymorphes pour tout un tas de choses et ils ont des prédispositions à certains états comme la dépression ou la schizophrénie. On sait qu'il y a quand même une contribution génétique à ce type de maladie ou d'état. Et donc, quand on fait ce type d'analyse, il faut être sûr d'exclure un impact génétique. Et surtout culturel. Donc, pour moi, quand on parle de l'héritabilité des effets traumatiques, je pense qu'il faut envisager les éventuelles prédispositions génétiques à ces types de phénotypes qu'on mesure, mais surtout, il faut penser à toute la transmission culturelle qu'il peut avoir. Quel est l'impact sur un enfant où son père a été en prison, soit qu'il était né pendant que le père était en prison, ou à la suite, bien sûr, l'effet de l'éducation, de la culture est très important. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle de l'épigénétique dans ce contexte. Et juste pour le côté génétique quand même, là, récemment, et là encore, c'est tout récent, 2018, on commence à faire des expériences chez l'humain. Alors, vous vous rappelez quand je parlais des tests pour voir quel est l'impact de l'environnement sur les états épigénétiques chez les mammifères, en tout cas chez les humains, le seul système où on peut vraiment faire ce type d'analyse, c'est sur les jumeaux, où ils sont génétiquement identiques et donc peuvent être différents
que épigénétiquement, même si maintenant on sait que aussi génétiquement il y a des variations avec l'âge. Mais bon, en tout cas, les gens depuis longtemps commencent à prendre ces jumeaux pour regarder l'impact de l'environnement ou du fond génétique sur les comportements et sur les effets de stress, donc le post-traumatic stress disorder. Et donc, en faisant du GWAS, Genome Wide Association Studies, ils ont trouvé effectivement plusieurs régions du génome qui corrèlent avec une prédisposition à ce type de phénomène, de ce type de syndrome. Et ils ont même identifié des candidats prometteurs qui pourraient être impliqués dans ce type de phénomène. Donc là, il s'agit effectivement des variants de ces gènes ou des mutations ou des mutants qui peuvent avoir un impact sur le comportement et qui peuvent bien sûr peut-être expliquer ce qui a été vu dans cette étude qui vient d'être publiée et d'autres études. Il y a peut-être une prédisposition génétique pour certains de ces syndromes qui peut, à mon avis, être augmentée surtout par un contexte sociétal et culturel. Et donc, je voulais quand même vous rappeler, on a parlé du post-traumatic stress disorder dans deux contextes différents déjà. Un, c'était cette année un peu plus tôt, quand on en parlait des chromosomes sexuels. On sait que les mâles et les femelles les femmes en fait sont plus sensibles à ça, et donc est-ce que c'est parce que c'est lié aux chromosomes sexuels? Et la conclusion à laquelle moi je suis arrivée, en tout cas, c'est que c'est surtout parce que dans la plupart des pays du monde, c'est plus souvent les femmes qui sont subies à certains types de, pas forcément de violence, mais à des attitudes de nos cultures, de nos sociétés, donc qui génèrent des syndromes de stress. Et puis aussi, on sait que le stress peut induire une activation des éléments transposables. Donc pour ceux qui veulent quand même vraiment aller vers les voies moléculaires, soit vous allez écouter Alain Prochian, qui est très intéressé par les éléments mobiles et les lines et l'impact du stress sur ça, ou vous regardez les papiers que j'ai cités dans mon cours l'année dernière. En tout cas, voilà, il y a quand même des programmes qui permettent de faire des liens entre ce syndrome et les prédispositions génétiques. Et ça, c'est un des programmes, le Million Veterans Program, où on prend effectivement l'ADN de beaucoup d'individus pour voir si, au niveau de la possibilité d'avoir ce post-traumatic stress disorder, on peut le lier avec un changement génétique. Et la réponse est oui. Mais donc voilà, je voulais terminer sur cet aspect-là en vous parlant de cette trauma, l'impact des effets traumatiques culturels qui peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Donc ça, c'est sorti dans un papier là tout récemment, hein, Cultural Trauma and Epigenetic Inheritance. Et donc, en fait, comme ils disent ici, epigenetics has been described as the means through which environmental influences get under the skin, directing transcriptional activity and influencing the expression or suppression of genes. Donc, et ils disent que voilà, depuis 10 ans maintenant, on commence à avoir cette interface entre l'environnement, le stress et les changements d'expression des gènes et les effets intergénérationnels. Moi, je suis assez sceptique, je reste très sceptique sur ça. Et pour moi, le gros défi par rapport à ce type d'événement traumatique qui peut avoir un impact sur les générations, au lieu de chercher les éventuels changements épigénétiques, on va trouver peut-être, mais je pense jamais de manière définitive chez l'humain en tout cas, et bien sûr certains ces comportements sont totalement spécifiques à l'humain, on ne peut pas les reproduire chez les rongeurs. En tout cas, au lieu de les chercher, peut-être on devrait passer un peu plus de temps à imaginer l'impact sociétal si on commence à vraiment définir les prédispositions génétiques. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, éthiquement, moi, me perturbe en tout cas, à quel point on veut vraiment savoir la prédisposition par rapport à certains types de syndromes qui ne sont même pas des maladies, la dépression, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. On devrait débattre l'impact sociétal de cette recherche et puis aussi imaginer ou discuter plutôt, on appelle ça le narratif culturel.
qu'est-ce qui est transmis d'une génération à l'autre de point de vue culturel. Et donc, je pense qu'un des points qui est très rarement soulevé dans ces études, c'est la capacité remarquable qu'a l'humain à rebondir des effets stressants. Et on le voit ça avec les gens qui doivent quitter leur pays en danger, etc., et qui finalement peuvent faire des choses extraordinaires. Donc c'est le stress qui induit des choses, on va dire, plutôt positives, et leurs enfants sont plutôt extrêmement productifs. Et donc je pense que ça c'est l'aspect qu'il faut discuter. Bon, ça suffit, c'est pas très scientifique tout ça, donc je voulais quand même terminer. Mais il fallait quand même que je le dise. Voilà, donc je fais mes études, enfin mon étude de cette littérature, et on peut revenir sur ça dans les années à venir, mais c'est un peu tôt, je trouve encore, pour vraiment regarder les changements épigénétiques et les liens avec le stress qui induit, en tout cas l'impact transgénérationnel. Je pense que pour moi, c'est surtout culturel. Donc voilà, maintenant je vais passer au sujet qui était le sujet du cours 4. Quel est l'impact de l'épigénétique et puis de la plasticité phénotypique dont je vous avais beaucoup parlé pendant les premiers cours sur l'évolution des réponses adaptatives. Donc les processus épigénétiques, j'espère que vous avez... et vous êtes convaincus maintenant de ça, permettent d'avoir plusieurs possibilités, on va dire, phénotypiques à partir d'un génome. Et donc, on peut, bien sûr, le développement, c'est l'exemple par excellence de ça. À partir d'un génome, on a plusieurs épigénomes et différents types cellulaires, mais aussi entre individus, des jumeaux par exemple, ou entre des individus qui sont des clones, on peut avoir une plasticité phénotypique. Et donc la Daphnia que je vous avais montré lors du premier cours, c'est un exemple de ça. Donc c'est une petite crustacée qui, en fonction de l'environnement, la présence ou pas d'un prédateur et donc les signaux chimiques qui sentent, ils changent totalement leur phénotype. Ils font pousser une petite casque justement pour se protéger contre les prédateurs. Donc il y a cette plasticité phénotypique qui, avec le même génotype, on arrive à voir ces différents phénotypes. Et donc on pense qu'effectivement, là, il s'agit des changements épigénétiques qui sont programmés, comme la gelée royale et les reines des abeilles, en fait, on met en place un nouveau système d'expression des gènes. Donc ça, c'est la plasticité phénotypique, mais on sait aussi qu'effectivement, on peut avoir l'induction des changements épigénétiques par l'environnement qui sont programmés, mais on peut aussi avoir des changements, des modifications qui sont stochastiques, qui arrivent dans une population. Et on a parlé beaucoup de ça, par exemple, dans le contexte de l'inactivation du X, parce que là, on peut voir quelle est la variabilité d'un individu à l'autre, et on sait très bien qu'il y a des changements d'expression des gènes, surtout les gènes qui échappent à l'inactivation, qui peuvent varier d'un individu à l'autre. Et puis aussi, au cours du développement, quand on met en place ce programme épigénétique, on voit que ça varie, le chromosome qui est choisi peut varier. Donc on a des phénomènes stochastiques, et on peut même aller jusqu'à appeler ça du bruit d'expression, qui peut avoir lieu. Et donc, en fait, pour certains, ces deux types de phénomènes sont totalement différents. Donc, quelque chose qui est induit par l'environnement et qui a, on va dire, une raison d'être, peut-être a été sélectionné pour ça, pour protéger, versus quelque chose qui est plus stochastique. Mais, comme je l'ai dit au cours du deuxième cours, ce niveau de stochasticité peut varier d'un individu à l'autre et donc peut être génétiquement programmé. Et ici, je vous montre la situation de la levure, où je vous avais parlé du fait que quand on met la levure dans un état de privation nutritionnelle, on voit qu'on déclenche la sporulation, c'est-à-dire elle va rentrer en reproduction sexuée. Donc en fait,
Ça, c'est la stratégie pour être sûr de pouvoir survivre si finalement il n'y a pas suffisamment à manger. Donc c'est quelque chose qui est programmé. Par contre, le moment où ça se passe est très variable dans la population. Donc quand on déclenche cette déprivation nutritionnelle, on voit que le déclenchement de la méiose varie beaucoup d'un individu à l'autre. Et donc il a été montré qu'effectivement, là, il s'agit de quelque chose qui est plus stochastique. Et on appelle ça du bed hedging, c'est-à-dire il y a une hétérogénéité dans la population de la levure. Génétiquement, elle est identique, mais pour certains gènes, elle va soit l'exprimer ce gène, ou soit pas, ou à un niveau différent. Et cette variabilité, ce bruit d'expression est très important parce que ça donne une population où on a des individus qui n'ont pas sporulé et des individus qui ont commencé la sporulation. Et donc, on appelle ça du bed hedging parce que elles essaient de couvrir toutes les possibilités. Soit il n'y aura pas à manger, donc il faut continuer vers la méiose, soit tout d'un coup la nourriture arrive et donc du coup on est mieux, c'est moins cher, c'est plus rentable d'être en phase végétative. Oui, végétative. Donc on a les deux populations, même si génétiquement elles sont identiques. Et là, on sait que ces gènes, et là, il a été identifié, le régulateur de cette mise en place de la sporulation, c'est ce gène Meiosis Inducing Protein 1, et lui, il varie dans son expression dans la population, et quand on le délète ou quand on le modifie, on voit qu'on pousse toutes les levures à aller dans un sens ou l'autre. Donc voilà, soit c'est des choses qui sont déclenchées par l'environnement, et c'est une voie qui va toujours aller dans le même sens. Donc, par exemple, gelée royale, présence de prédateurs, on va toujours faire la même chose, c'est-à-dire produire une reine ou produire une casque. Ou soit c'est du bed hedging, où on a une hétérogénéité, et comme ça, on peut obtenir des individus qui ont le phénotype qu'il faut pour un environnement ou pour un autre. Donc, en fait, ces stratégies sont sans doute utilisées par la plupart des organismes en combinaison, parce que ça couvre des situations différentes environnementales, soit des changements environnementaux programmés et connus, soit des changements imprévus ou imprévisibles. Donc voilà, ça résume un peu ce que je viens de dire. Donc c'est les changements épigénétiques qui sont induits par l'environnement et qui conduisent à la plasticité phénotypique sont très souvent liés avec un phénotype qui est spécifique à tel ou tel environnement. Et c'est souvent en association avec ces changements prévisibles, alors que les changements plus stochastiques sont là pour ouvrir les possibilités à un changement environnemental où il faut survivre, donc il faut avoir 2 ou plus de populations présentes. Et on trouve ça très souvent, et enfin, ça a été beaucoup plus étudié, je vais dire, chez les levures, chez les bactéries, mais on peut imaginer aussi que ça existe chez les eucaryotes supérieurs. Donc, il y a plusieurs études qui suggèrent maintenant que peut-être il y a les deux. Alors, pour vraiment distinguer entre ces deux processus, il faut faire des expériences assez précises. Il faut bien sûr éviter un changement environnemental, ou il faut mettre dans une situation de changement environnemental très précise. C'est facile quand on travaille avec une levure ou une bactérie. C'est beaucoup moins facile avec les organismes comme les plantes ou les mammifères. Mais ce sont des expériences qui sont maintenant en cours. Et donc, je pensais avoir le temps de vous parler des bactéries. Lors du premier cours, je vous avais dit qu'on allait parler aujourd'hui, et finalement non, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je vous promets, j'en parlerai lors du 5e cours, lors du colloque, où là, on sait qu'effectivement, les bactéries peuvent utiliser les deux types d'approche. Donc, ils font du bed hedging et ils ont une plasticité phénotypique. Et en fait, ce qui est très intéressant, moi je trouve, chez les bactéries, c'est qu'ils utilisent l'épigénétique encore plus, je dirais, que ce qui est connu chez les mammifères, parce qu'il s'agit là vraiment de la méthylation de l'ADN. Et là, la méthylation est
c'est pas de la cytosine, c'est adénosine, mais en tout cas, c'est très souvent associé avec un état actif. Et donc là, on a des processus qui s'appellent la variation de phase chez les bactéries, qui sont clairement épigénétiques, où il y a deux états, dans une population, il y a deux états qui existent, et en fonction de l'environnement, c'est-à-dire la proximité, le niveau de certains signaux chimiques, elles vont changer de phénotype. Et parfois, c'est du bed hedging, c'est-à-dire les deux populations existent, ou parfois, c'est un changement qui est plus dirigé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être génétique aussi, c'est-à-dire ça peut être via la recombinaison de l'ADN. On peut déléter un gène ou faire la recombinaison pour créer un nouveau allèle. Et ça peut être réversible dans les deux cas. Donc je trouve ça fascinant et on va revenir sur ça lors du dernier cours. Mais je reviens un peu à des eucaryotes, en tout cas les plantes, pour commencer à parler un tout petit peu de l'évolution. Donc il y a une réalisation que, afin de pouvoir s'adapter, les plantes sont un système où ils ne peuvent pas bouger. Donc, quand il y a un changement environnemental, ils ne peuvent pas aller se débarrasser en courant. Ils ne peuvent pas l'éviter. Donc, il y a beaucoup d'intérêt sur leur manière d'aborder les changements environnementaux. Et donc, il y a des études qui montrent qu'effectivement, il y a des variations épigénétiques parmi les populations des plantes qui pourraient être impliquées dans la capacité d'avoir cette plasticité phénotypique en fonction de l'environnement. Donc, est-ce que c'est vraiment une plasticité phénotypique induite par l'environnement ou est-ce que c'est du bed hedging, c'est-à-dire on a un allèle qui peut ou pas, par exemple, être méthylé et donc, du coup, dans une situation particulière, dans un environnement particulier, on va ou pas exprimer le gène, on va ou pas survivre. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours d'exploration. En tout cas, un point qui a été soulevé dans des papiers par Olivier Bosdorf, qui est un chercheur français, c'est que la manière qu'actuellement nous traitons les plantes qu'on utilise en agronomie, en tout cas, avec des croisements très intenses, on réduit dramatiquement la biodiversité, enfin la diversité génétique. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'espoir sur la diversité épigénétique, c'est-à-dire finalement, si on réduit le nombre d'allèles qu'on a dans la population, peut-être s'il y a suffisamment de diversité épigénétique, on peut quand même avoir une amélioration agronomique dans certaines situations pour augmenter la production, la qualité. Le problème, c'est que ce n'est pas clair que c'est le cas. Donc il y a beaucoup d'intérêt en tout cas pour voir si effectivement on peut sélectionner les variants épigénétiques et les garder pour avoir une diversification. Mais même chez les plantes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les changements épigénétiques ne sont pas stables. Donc on peut avoir des épiallèles stables, mais très souvent, au bout de quelques générations, on perd ces épiallèles. Donc au niveau de l'agronomie, c'est une question qui préoccupe beaucoup de monde. Mais au niveau de la biodiversité de la planète, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et donc, on en a parlé la semaine dernière de cette situation ici, où il y a certaines plantes Arabidopsis qui peuvent peut-être gérer les pics de température que nous allons avoir de plus en plus en hiver, parce qu'il y a un élément transposable que lui, il est épigénétiquement modifié dans le gène clé FLC. Et donc, normalement, FLC, c'est le gène qui doit être éteint pour qu'il y ait une floraison à la génération qui suit. Mais quand on dévernalise, comme je l'ai dit tout au début, on n'a pas ça, donc il n'y a pas de floraison. Mais dans ces plantes-là, la présence de ce transposant qui est sensible à la température fait que quand il y a un stress de température, lui, il devient actif et en fait, il bloque l'expression des FLC. Donc, on peut avoir des épiallèles qui existent dans les populations, des espèces qui existent dans la nature, qui pourraient en fait évoluer pour s'adapter à ces changements climatiques que nous voyons de manière assez dramatique actuellement. Il y a d'autres épiallèles qui ont été aussi associés avec une adaptation climatique. Donc ici, il s'agit d'un phénotype qui est en lien avec la sénescence, donc la mortalité cellulaire
des feuilles chez Arabidopsis. Donc les gens cherchent activement pour voir à quel point il existe ces épialines dans les populations qui pourraient peut-être s'adapter à des changements environnementaux. Mais comme je l'ai dit, là où on fait les expériences dans le laboratoire, par exemple, pour le niveau de sel qui est donné à des plantes, on voit qu'il y a une résistance à travers une génération, mais pas beaucoup plus loin. Donc à quel point un changement épigénétique qui est déclenché par un changement environnemental pourrait être transmis et donc sélectionné, ça reste une grande question. Mais, je termine maintenant sur cet aspect-là, on pense de plus en plus que c'est une manière, les changements épigénétiques pourraient être une manière, en tout cas la plasticité phénotypique, pourrait être une manière de gagner du temps dans un contexte évolutif. Donc en fait, c'était quelque chose, c'était des hypothèses qui étaient assez assez mal acceptées il y a quelques années, quelques décennies. L'idée que peut-être il y a des changements épigénétiques qui peuvent être utilisés au cours de l'évolution. On pense qu'il n'y a que les changements génétiques qui peuvent réellement être fixés et donc transmis et sélectionnés au cours de l'évolution à cette échelle de temps. Mais on réalise qu'effectivement, chez les plantes et chez d'autres organismes, il y a cette plasticité phénotypique qui peut être soit en une génération et qui peut être héritable à travers quelques générations. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui devient très, très à la mode actuellement parce que dans certains systèmes, on commence à avoir les bases moléculaires. Donc voilà, juste pour l'expliquer un peu plus. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une plasticité phénotypique des individus, et donc ça peut être des animaux ou ça peut être des plantes, donc ça peut être des épiallèles qui sont sensibles à l'environnement, donc ils peuvent changer leur comportement pour s'adapter à un nouveau environnement. Et l'idée, c'est que dans un contexte d'environnement changeant, ils peuvent permettre la survie des individus sans avoir un changement, on va dire, de mutation génétique. Mais l'idée, c'est que, in fine, cette période va permettre l'apparence d'une mutation qui va pouvoir fixer un phénotype qui est avantageux dans la population. Donc, c'est un effet qui a été émis déjà il y a maintenant 200 ans, plus que 100 ans, l'effet de Baldwin. Donc, c'était un psychologue, Mark Baldwin, qui a émis cette hypothèse. Il faut une phase de plasticité phénotypique pour qu'on ait une apparition de quelque chose qui peut être fixé dans la population. Mais bien sûr, les bases moléculaires étaient loin. Alors là, oui, pardon, il y a un problème. Ici, il y a le cas pour moi le plus convaincant, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Donc, les chercheurs aux États-Unis travaillent sur des lézards qui montrent cette plasticité phénotypique dont je vous avais parlé lors du premier cours. Et on voit qu'il y a des lézards qui, dans certaines régions de l'Amérique du Sud, enfin non, en Mexique et en Arizona, je pense, on a des phénotypes, des couleurs assez différentes. Et ces lézards peuvent changer de couleur avec un changement d'environnement. Donc, s'ils sont sur le sable, ils deviennent très pâles, et s'ils sont sur le sol volcanique, il devient plus foncé. Et ce changement prend quelques semaines. Le changement de couleur peut prendre quelques semaines. Donc, dans certaines populations, on voit ce changement qui peut, c'est-à-dire les populations peuvent avoir cette plasticité phénotypique. Mais ce qui a été remarqué, c'est qu'il y a d'autres populations qui sont déjà plus foncées et donc, même s'ils peuvent changer, ils changent moins bien entre le sol volcanique et le sable. Donc l'idée, c'est qu'en fait, au cours de l'évolution, en tout cas là où ces individus qui vivent plus souvent sur le terrain volcanique, donc c'était il y a 20 000 ans, je pense,
il y avait cette plasticité phénotypique qui a permis qu'ils survivent, c'est-à-dire qu'ils ont changé de couleur pour pouvoir survivre sur ce terrain qui était plus foncé. Donc ils avaient cette possibilité de changer de couleur. Mais il y a eu une mutation qui a fixé une coloration plus sombre au cours des années, au cours des générations. Donc on a commencé avec quelque chose qui était même génotype, deux phénotypes, donc épigénétique, si on veut l'appeler épigénétique, à quelque chose qui était génétiquement modifié. Et là, c'est un des premiers cas où on a même trouvé les changements qui sont responsables en regardant ces deux populations. La population qui montre ce changement par plasticité et la population qui a déjà une mutation qui fixe cet état beaucoup plus foncé. Et donc, les chercheurs aux États-Unis, je suis désolée, en fait, cette diapo, elle a été mal finie, il y avait la référence et tout. Mais bon, je vous le mettrai sur le PDF. Donc, ces chercheurs, ils ont montré que effectivement, dans ces individus qui avaient peut-être une mutation, ils ont trouvé deux gènes qui régulent la coloration de la peau de ces animaux et où il y a des mutations. Donc, ils voient qu'il y a des mutations dans ces populations-là, mais pas dans ces populations-là. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette plasticité est devenue une mutation. Alors, pourquoi et comment? Sans doute via les voies classiques de mutation, pas forcément liées à un stress au particulier, mais simplement parce qu'avec les générations, les mutations s'accumulent. Et bien sûr, un individu qui est encore plus foncé a peut-être encore plus de chances de survivre et de ne pas être réparé par un oiseau ou par je ne sais pas quoi. Donc en fait, il y a une sélection de ces mutations qui sont apparues de manière beaucoup plus lente. Donc ici, il s'agit de quelques semaines, de passer de cet état à cet état, et ensuite, pour vraiment survivre bien dans cet état, une mutation qui fixe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation génétique. Ça a été, comme je l'ai dit, évoqué, mais sans savoir ce que c'était la génétique, ni savoir ce que c'était l'ADN, etc., par Baldwin, mais c'est quelque chose qui maintenant, je pense, devient acquis. Toutes ces idées ont été un peu élaborées il y a maintenant presque 15 ans par une biologiste de l'évolution, Mary Jane Westerhart, qui a écrit un superbe livre-étude que je conseille sur l'impact, effectivement, ou sur la manière qu'une plasticité phénotypique peut préparer le terrain pour un changement plus permanent. Et donc ça, elle ne se basait pas sur les lézards, mais sur les guêpes et sur les papillons. Et donc c'est quelque chose que nous pensons peut s'appliquer à beaucoup d'espèces différentes. Donc tout ça, ça fait penser bien sûr à Lamarck, parce que si on avait vu ces lézards comme ça dans la nature, si on était Lamarck, on aurait dit, ah ben voilà, il devient plus foncé et ensuite on voit que c'est quelque chose qui peut être transmis. Donc pour Lamarck, c'était effectivement un trait acquis qui pouvait être hérité. Et en fait, il avait raison dans le sens du phénotype. Il y avait une plasticité phénotypique qui permettait ce changement qui était dû à un changement rapide à l'environnement, donc changement d'un terrain clair à un terrain foncé pour les lézards. Mais en fait, on sait maintenant que la capacité d'avoir ces changements est quand même due à des mutations. Donc d'une part, les mutations qui vont fixer un changement pour une couleur plus foncée ou autre chose, mais d'autre part aussi des variants génétiques qui permettent la plasticité épigénétique, la plasticité phénotypique au départ. C'est-à-dire qui permettent de changer la couleur de la peau. Ça, on sait maintenant que c'est génétique et sans doute épigénétique. Donc, c'est certains gènes qui peuvent changer d'état en fonction de l'environnement, et ça, c'est génétiquement codé. La grande question, bien sûr, vous êtes en train de vous poser, c'est alors on nous parle sans cesse de chromatine, de petits ARN, alors c'est où l'épigénétique dans ce sens, dans tout ça? Malheureusement, on ne sait pas encore, mais on pense que dans la plupart des cas des plasticités phénotypiques, là où il faut mettre en place le programme et le garder, bien sûr, il y a une base épigénétique là, dans le sens mécanisme épigénétique chromatinien ou lié aux ARN, etc. En tout cas, tout ça pour vous dire que finalement, au cours de l'évolution, on pense que les changements phénotypiques
qui peuvent être importants rapidement dans un environnement en changement peuvent être gérés par cette plasticité phénotypique qui peut être plus ou moins apparente. Bien sûr, quand il s'agit d'un changement de la couleur de la peau, c'est quelque chose qui peut être remarqué très vite, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil quand il s'agit d'un état nutritionnel ou métabolique, par exemple. Et on pense que cette capacité d'avoir cette gamme de phénotypes permet ensuite de fixer une mutation qui peut avoir le phénotype de manière plus long terme si cet environnement changé reste continue à travers les générations. Donc on va revenir sur ces cas lors du 5e cours parce qu'il y avait plein d'autres cas que je voulais vous décrire. Je voulais aussi vous parler du cas des poissons qui changent de phénotype dans un contexte évolutif, par exemple, qui perdent leur vision. Donc il y a des poissons qui vivent dans des eaux très profondes ou dans des grottes et qui perdent la vision, qui n'ont plus des yeux. Et c'est quelque chose, dans certains poissons, qui peut arriver assez rapidement au cours de l'évolution. Dans d'autres animaux, par exemple le rat taupe nu qui perd la vision aussi, il n'en a pas besoin et donc ils sont aveugles parce qu'ils sont souterrains, ils n'ont pas besoin de voir et apparemment créer un œil est coûteux. Et donc en fait, s'ils perdent la vision, sont dus par des mutations dans l'ADN pour les facteurs qui sont impliqués dans la mise en place des réseaux génétiques pour créer un œil. Mais dans le cas de ces poissons, en fait, on voit qu'il y a pas de changement, il n'y a pas de mutation entre les poissons qui ont gardé les yeux parce qu'ils restent visibles à leur environnement, à leurs prédateurs, et puis ils doivent aller eux-mêmes chasser, par rapport aux autres espèces qui, de point de vue évolutionnaire, sont assez proches. Et donc là, il y a eu un papier, et je voulais le citer aujourd'hui et puis aller de manière plus approfondie la prochaine fois, qui montre qu'il n'y a pas de mutation dans les gènes critiques pour la formation de l'œil dans ces poissons. Il y a des changements épigénétiques, par contre. Donc, les gènes deviennent éteints. Donc, l'idée, c'est que là aussi, un changement épigénétique peut permettre une survie peut-être plus efficace pour certaines espèces qui n'ont pas besoin des yeux. Et donc la manière la plus efficace, parce que je leur ai dit, on pense que former un œil est très coûteux, et donc en fait la manière la plus efficace d'éteindre tout ce réseau génétique pour ne plus faire les yeux parce qu'on n'a plus besoin, parce qu'on est dans les eaux profondes et on n'a pas besoin de voir, on a besoin de manger, en fait c'est extinction épigénétique, donc méthylation. Alors quand je commençais à regarder ce papier, je me suis dit, oh, oui, c'est des corrélations encore, un peu comme le récepteur glucocorticoïde, etc. Mais en fait, non, ils ont quand même fait des expériences où ils ont traité avec des inhibiteurs de méthylation d'ADN et ils ont vu qu'il y a un changement dans l'expression de ces gènes. Et puis, ils ont fait aussi des expériences avec les gènes impliqués dans le zebrafish, où ils ont joué avec le taux de méthylation et ils ont vu un impact aussi sur la vision. Donc, je pense que là, clairement, il y a des cas où, au cours de l'évolution, certains traits, et je ne pense pas du tout que c'est quelque chose qui est si fréquent que ça, mais certains traits pourraient éventuellement apparaître grâce à des modifications épigénétiques. Mais bon, ça, on va en parler, comme je l'ai dit, plus lors du 5e cours et aussi lors du colloque, parce que là, effectivement, je vais inviter plusieurs personnes qui sont intéressées par ces thématiques et qui sont plus experts que moi. Donc voilà, pour résumer, j'espère que je vous avais convaincu que la biodiversité peut être entre espèces et intra-espèces, et que la variation phénotypique qu'on voit dans des espèces, qui était vue avec suspicion parce qu'il y a 100 ans ou un peu moins, on pensait que tout devait être génétique. Donc comment avoir cette variation phénotypique qui pouvait être autre que génétique? En fait, on réalise maintenant que c'est quelque chose qui est quand même très commun. Le degré de cette plasticité phénotypique varie en fonction des organismes et en fonction du caractère impliqué. Il peut être potentiellement adaptif, comme je montrais là pour les lézards, où clairement c'est important de pouvoir changer la couleur
de la peau pour survivre. Ça peut être aussi neutral, c'est-à-dire neutre, ça peut être quelque chose qui n'a pas une importance mais qui est présent et qui peut ou pas être sélectionné, ou ça peut être délétère. Et ce que je voulais aussi souligner, on en a déjà parlé, mais c'est que ce sont des phénomènes qui peuvent durer que quelques minutes dans certains cas, ou toute une vie, et là on peut parler des mécanismes épigénétiques somatiques, ou même à travers les générations. Et donc c'est là où effectivement la grande question, c'est comment passer à l'évolution, là où on peut sélectionner des traits. Est-ce que cette plasticité développementale phénotypique peut être le précurseur d'une fixation génétique qu'on peut trouver? Donc, au sein d'une population aujourd'hui, on peut voir une plasticité, et cette plasticité peut même être le précurseur de la spéciation plus tard. Donc voilà, je viens de dire qu'effectivement, cette plasticité peut être le sujet de la sélection naturelle. Donc les insectes, qui sont le royaume le plus divers que nous avons d'animaux sur notre planète, sans doute, c'est parce qu'ils ont cette plasticité phénotypique qu'on trouve dans toutes sortes au niveau de leurs ailes, leur comportement. On a parlé des abeilles, on a parlé des papillons, on a parlé des fourmis. Donc effectivement, on pense que cette plasticité phénotypique est quelque chose qui est sélectionné, la capacité de changer d'état, et donc c'est là où l'épigénétique somatique est très intéressante. Et puis, je voulais terminer en disant qu'effectivement, il faut qu'on comprenne ce niveau de biodiversité. Ce n'est pas juste la séquence du génome qui est importante, c'est la manière que cette séquence du génome est utilisée dans le contexte environnemental. Et si on veut comprendre quel est l'impact des changements qui arrivent sur notre planète et que nous imposons nous-mêmes, il faut qu'on comprenne ce niveau de biodiversité. Et donc, je pense que c'est des sujets qui vont intéresser beaucoup de chercheurs dans le proche avenir, y compris moi. Oui, et donc je voulais tout terminer en ça, parce que je me suis dit, bon, on a parlé beaucoup de tout ce qui se passe sur Terre, on a parlé un petit peu des poissons, mais je voulais, ça vient d'un papier où on commence à parler effectivement de l'impact du changement climatique sur le monde marine et à quel point finalement on a cette plasticité phénotypique ou la sélection qui peut avoir lieu. Donc je vous avais montré ça parce que effectivement, lors du colloque, nous allons j'ai invité plusieurs personnes qui travaillent sur un projet que je trouve impressionnant et fascinant en même temps, qui est le projet Tara Océan, où le bateau Tara a été amené à faire des tours du monde en récoltant l'eau avec les planctons, les diatomes, et les virus, les bactéries, tout le monde qui peut être détecté au fond des océans. Et actuellement, je suis très intéressée à discuter avec les gens de Tara Océan parce qu'effectivement, je pense qu'il y a énormément de données génomiques et autres qui ont été produits. Et on peut vraiment comprendre comment, dans certaines parties de nos océans, on voit des changements de type plasticité phénotypique qui sont vraiment corrélés avec les changements climatiques temporels que nous voyons. Et donc, je pense que c'est une nouvelle ère de biologie qui s'ouvre et j'en suis ravie. Donc voilà, je termine avec cette citation que je vous avais montrée tout au début de mon cours. Nous sommes la première génération des scientifiques qui ont les outils pour regarder les dimensions de biodiversité sur cette Terre, mais de manière historique, nous sommes la dernière génération avec l'opportunité de comprendre cette diversité et ce que nous sommes en train de perdre. Donc voilà. Et le colloque aura lieu le 8 et le 9 avril 2019 et mon dernier cours aussi. Et donc pour le programme, vous allez regarder online. C'est 2 jours, donc ça va être un riche colloque et puis j'espère vous voir à ce moment-là. Je vous remercie. Voilà.